La guerre vue d'ici, la participation gaspésienne à la Deuxième Guerre mondiale. Dans les derniers épisodes de la guerre vue d'ici, la participation gaspésienne à la Deuxième Guerre mondiale, avec Félix Fournier, on a déjà parlé du débarquement de Normandie avec l'historien Fabien Sinette. Mais Félix, il y a tellement de choses à dire sur le débarquement que ça prenait un autre épisode. Oui, parce qu'on a parlé aussi sur l'épisode sur M. Mullen avec Tom Eden. Mais là, on va incorporer des témoignages dans le grand plan du débarquement de Normandie. Puis c'était quoi cette opération-là? Le grand plan a été souvent parlé, puis il y a des tonnes. Il y a des films. C'est des documentaires qui ont été bâtis là-dessus. Je voulais faire l'incorporation des Gaspésiens, des petites parties de témoignages, parce qu'il y en avait tellement. Parce que oui, on a parlé beaucoup des batailles antérieures, mais celle-là, c'est celle-là qui va prendre le plus de force gaspésienne, de troupes, de gens d'ici. Il y a des gens que j'avais tellement hâte de vous parler. Oui, t'as hâte de nous présenter plusieurs personnages gaspésiens qui ont participé. Comment ça a commencé, ce fameux débarquement de Normandie? C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont associer Chanson d'automne, le poème de Paul Verlaine, au débarquement, probablement parce que c'est un fait francophone. Petite mise en contexte, c'est qu'à la radio BBC à Londres, il y avait des contacts avec les gens de la résistance française. Ça fait que le 1er juin 1944, les sanglots longs des violons de l'automne va être mentionné. Et c'est un mot de code pour dire que le débarquement s'en vient. Donc, on a utilisé ce poème-là à des fins militaires. Et le 5 juin blesse mon cœur d'une langueur monotone, qui voulait dire que le débarquement va être le lendemain. C'était dans une série de textes, dans la série René Lévesque, qui a été produite dans les années fin 90. On le voit faire des petits extraits comme ça c'est très intéressant. La résistance française, qu'est-ce que c'était? C'est que la France est sous l'occupation nazie depuis 40. Il souffre beaucoup. Il y a des gens qui s'organisent, il y a beaucoup de factions différentes qui vont s'organiser puis qui vont saboter l'effort militaire allemand. Le premier point, c'est justement de nuire à l'Allemagne de façon continue, de les harceler, de les agresser. C'est un peu ce qu'on voit aussi dans le film Inglourious Bastard avec Brad Pitt où on sabote dans le cinéma plusieurs choses. C'est un peu ce qu'on faisait partout. Exactement. Et je vais prendre 2 secondes pour parler un des plus grands résistants français, Jean Moulin, que j'ai eu la chance de voir son habit et son chapeau. Jean Moulin a été pris dans les années à la 43, si je me souviens bien, torturé pendant plusieurs jours, jamais dévoilé c'était qui c'est les alliés qu'il y avait. C'est vraiment comme le modèle de la résistance française. Mais dans la résistance, il va y avoir différentes factions. Il va y avoir les communistes qui, eux, vont attendre qu'il y ait l'invasion nazie. Donc, il va y avoir des guerres à l'intérieur de la résistance. Autant de mentalités que de factions. Quelque chose qui est très triste, c'est que ces gens-là vont essayer de se battre justement contre les Allemands, mais aussi contre comme la gendarmerie française. Il va y avoir comme des luttes de pouvoir parce que eux il y en a qui vont collaborer, puis il y a des gens de la résistance qui vont être contre les nazis. Puis quand la guerre finit, ben là on voudrait renvoyer tous les résistants chez eux. Bon, c'est fini, on va remettre les institutions comme c'était. C'est extrêmement triste parce que ils ont fait beaucoup de travail. Mais ça c'est la résistance. Il y a aussi beaucoup de documentaires là-dessus. Pourquoi avoir fait un débarquement? Notre ami Staline, qui est chef de l'Union soviétique, se bat et met beaucoup d'hommes et de femmes dans le combat contre les nazis et demande depuis plusieurs années l'ouverture d'un autre front par les alliés pour justement diminuer... Faire distraction aussi. Ben, c'est impartir les forces nazies des deux côtés. Donc, c'était prévu pour 43, il y a eu l'Italie, puis là, finalement, il n'y a pas de débarquement en Europe continentale parce que c'est ça qu'il veut, parce qu'il y a beaucoup de troupes là, puis il sait qu'ils vont avoir besoin de renforts là. C'est un débarquement qui a été retardé longtemps pendant la guerre. Puis où ça a été décidé, le débarquement de Normandie? La réponse a été décidée au Château Frontenac et sur la citadelle de Québec. Pour vrai? Oui, lors de la conférence de Québec, aussi connue sous le nom de code Cadran, qui va se tenir du 17 au 24 août 1943, avec Winston Churchill, Harry Truman, Franklin Delano Roosevelt. Mais Truman était sûrement là parce qu'il était vice-président. Il devait pas être loin, en tout cas. Ainsi que le premier ministre Mackenzie King du Canada. Tout ce beau monde-là est venu à Québec. Et oui, pour préparer les... Il n'y avait pas FaceTime dans le temps. Donc, on décide du débarquement, mais on décide aussi du lieu. Pourquoi la Normandie? C'est extrêmement complexe. Le premier point, ce qui pourrait être le plus naturel, ça aurait été Pas-de-Calais. C'est là que la Manche est la plus courte, entre Douvres
et la France, Dover, en Angleterre. Donc, c'est là que le chemin le plus court pour apporter des troupes, c'est le plus facile. Les fortifications sont aussi très fortes et les meilleurs généraux allemands, un des meilleurs, est situé là et attend l'attaque. Stratégiquement, c'est pas une bonne place, mis à part l'étroitesse de la Manche. Puis, mais ils vont se servir de ça. Ça de quoi de très sympathique. Patton, général Patton américain, que les Allemands ont en admiration et en hantise, va être positionné à cette dans le coin de Douvres avec plein de tanks gonflables. Des tanks gonflables? Oui. Je savais pas que ça existait. Pour faire diversion, pour que les Allemands pensent que le débarquement va avoir lieu à Calais. C'est ça, la Normandie, ça va être un point creux où ce qu'il y a moins dans ce lieu-là où ce qu'il va y avoir le débarquement, dans la plage de Juno, Courcelles-sur-Mer. C'est vraiment là où ce que les fortifications sont le moins fortes du mur de l'Atlantique. Parce que les Allemands ont fait beaucoup de ciment durant la Deuxième Guerre mondiale et ont fortifié beaucoup dont les îles Jersey et Guernsey. Eux, ils vont être tellement fortifiés que les Alliés vont faire le tour puis ils vont se rendre seulement le 8 mai. Le 6 juin, qu'est-ce qui commence? C'est les derniers 336 jours de la guerre en Europe. Parce que la guerre au Japon, ça va aller plus loin. Pourquoi 336 jours? C'est que dans l'appellation, c'est que le jour J de D-Day, le débarquement, les gens vont dire quand ils vont débarquer, j'ai débarqué D-Day ou jour J plus 3, jour J plus 7, jour J plus... C'est comme le point de référence dans une date très connue qui est un point de référencement dans l'histoire. C'est ça, parce que les gens, il va y avoir les premières vagues, comme on disait sur Juno Beach, de soldats. Puis après ça, il va y avoir des ponts qui vont être faits, des ports qui vont être libérés, puis il va y avoir des quais flottants aménagés pour débarquer, parce qu'il va y avoir besoin... La première vague, vous prenez la plage, mais ensuite, il faut que vous continuez à envoyer... Il faut la maintenir aussi. Ce que Hitler, d'ailleurs, croyait qu'il rejetterait les Alliés à la mer. Il a eu tort. En début de podcast, on a dit qu'on parlerait de nos Gaspésiens. Comment ils se sont impliqués dans ce débarquement-là et qu'est-ce qui est arrivé? J'ai trouvé dans l'ensemble de ma collecte de données M. Harry Legrand. Il est sûrement pas le seul, mais c'est lui qui était là la journée du débarquement. Il a débarqué à 9h sur la plage de Juno. Précis. C'est ce qu'il mentionne. Puis, il décrit un peu c'est quoi qui se passe là, après les combats, puis il dit « On a passé une nuit terrible. » Ça, c'est dans la nuit du 6 au 7 juin 44. On a quelques conserves, la soupe réchauffée à boire. Le lendemain matin, on se fait bombarder des bombes antipersonnelles, des bombes éclairantes, avec des petits parachutes. On était à une douzaine de kilomètres à l'intérieur des terres. Fait qu'il y a quand même... Ils ont progressé. On était supposé prendre la ville de Caen en une semaine. Finalement, ça sera beaucoup plus long. Monsieur Harry Legrand est décédé en 2014 à l'âge vénérable de 96 ans. Il a eu le temps de partager ses mémoires. Exactement. Avant de décéder. Il y a aussi Émilien Dufresne. Émilien Dufresne, qu'on va reparler plus tard, mais je fais juste un petit aparté vite. Lui, il est au débarquement aussi, mais pour lui, ça va être très, très court. Parce qu'il débarque le 6, il avance sur Courseulles-sur-Mer. Ils ont une mission de prendre un canon de 88 mm allemand qui tire vers la plage. Il est fait prisonnier. Il fait partie d'un petit groupe qui vont être faits prisonniers. Pour lui, la guerre est finie au niveau militaire, mais commence un autre rôle, puis il va être prisonnier, puis il va être transporté jusqu'en Allemagne. La plupart du temps, je dis transporté, mais souvent ça va être à pied, donc ça va être lui. Mais on va reparler de M. Émilien Dufresne dans un épisode avec sa fille, parce qu'il y a un livre magnifique qui est écrit, lui et sa fille, qui s'appelle Carnet d'espoir, dans lequel il décrit l'ensemble de sa participation à la Deuxième Guerre mondiale. À suivre dans un autre épisode. On a parlé du frère de M. Fabien Sinette dans le dernier épisode, Mathias, qui a participé lui aussi à la guerre. Pourquoi on revient sur lui, c'est que il va être comme à la fin de l'attaque de la campagne de Normandie. Parce que la campagne de Normandie va durer jusqu'au 21 août, grosso modo. Ça va être la fin il va avoir pris l'aéroport de Carpiquet. Monsieur Sinette vous explique tout ça dans le podcast antérieur. Et c'est là, après la fin de cette campagne-là, il y a 5000 soldats canadiens qui vont être tués, puis 18 700 qui vont être blessés ou prisonniers ou portés disparus Si on compare à la campagne d'Italie, ça va être aussi très dur, mais je dis sur le court laps de temps, ça va être très grande demande en effort humain pour le Canada durant la campagne de Normandie.
On a parlé du livre d'Émilien Dufresne, mais qu'il a écrit avec sa fille, mais il n'est pas le seul à avoir sorti un livre sur ce qui s'est passé pour lui pendant la guerre. Il y a aussi Ludger Hood qui a sorti un récit anecdotique 1939-45, Ma guerre, mon implication personnelle et générale. C'est le titre et on a des extraits qui nous sont lus par Félix Hood. Monsieur Ludger Hood était son grand-oncle. Exactement, puis il va nous parler un peu de c'était quoi sa vie, puis comment est-ce que lui a entendu parler de la guerre à travers les yeux les paroles de son grand-oncle. Ben, dans mes souvenirs, qui dit Ludger Hood dit Didier Hood, parce que c'était le frère de mon grand-père. Puis quand on est enfant, veut pas, il y a comme une distance avec nos grands-parents, mais on est proches, mais on est loin, dans le sens qu'on connaît pas trop leur vie, on les comprend pas trop, donc on les respecte. Donc le frère de mon grand-père, je le connaissais encore moins, il habitait à ma connaissance en ville, à Montréal, dans ces coins-là. Puis je le voyais de temps à autre, une fois ou deux, je veux dire une fois par année, une fois par 2 ans, tu sais, quand mes grands-parents me gardaient. Fait que je savais qu'il avait fait la guerre. Dans ce temps-là, j'étais assez jeune. J'avais pas pleinement conscience de c'était quoi la guerre, ni la Deuxième Guerre mondiale, naturellement. Mais je savais un peu c'était quoi être soldat, là, avec les films d'action qu'on pouvait voir. Mais le souvenir que je peux raconter, c'est que moi, je jouais dans le salon chez mes grands-parents, Georgette, puis la femme de mon grand-père Didier Hood. Et puis là, la visite arrive. C'est Ludger Hood avec sa femme. Là, mes grands-parents sont contents de les rencontrer. Mais moi, je suis un peu gêné. Je les connais pas trop. Je continue de jouer avec mes cartes, ou je sais pas trop. Et puis là, aussitôt que mon grand-père Didier puis Ludger, ils serrent la main, ça a pas été long que Ludger, il sort son livre. 1939-45, Ma guerre, mon implication personnelle. Il remet ça à mon grand-père Didier. Puis là, Didier, il parlait pas beaucoup, hein, il dit, hey, tu l'as fait, hein. Puis ça m'a marqué. J'ai senti que mon grand-père était fier de son frère. D'une part, il a accompli des grands exploits d'avoir fait la guerre déjà, d'avoir survécu et tout, mais d'avoir pu, dans un livre, raconter son histoire personnelle, on peut imaginer que ça présentait des défis. Puis je sentais une grande fierté chez mon grand-père Didier. Puis une belle complicité entre les deux frères qui, pour le reste, c'est ça. Moi, j'ai pas eu la chance là, de parler avec Monsieur Ludger. Puis plus tard dans ma vie d'adulte, ben ça m'intéressait, tu sais, j'en parlais à mon père un peu. Mon père, c'est quasiment un historien. Il connaît bien ce qui se passe à Petite-Vallée, il connaît son oncle Ludger, c'est sûr. Il parlait un peu de la guerre de même, mais à un moment donné, mon père il me l'a donné le livre. Il me l'a donné, il en avait une couple de copies. Mon père, il traîne beaucoup de copies des livres qu'il trouve assez bons pour les partager. Il m'en a donné un. Puis je l'ai lu. Puis j'ai été vraiment impressionné, surpris. C'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Faut dire que j'avais pas lu beaucoup de livres sur la guerre. Puis là, c'est un témoignage personnel. C'est vraiment comme il dit, c'est son implication personnelle. Donc, il raconte pas l'histoire de la guerre. Il raconte lui comment il a vécu ça par des anecdotes, mais des anecdotes qui en disent beaucoup. Puis moi, ce qui m'a marqué, tu sais, je te partage ça, Félix, c'est qu'à un moment donné, il était en mission, là, je sais plus trop où, là, pendant la Deuxième Guerre. Il a fait beaucoup de missions. Puis là, c'est comme si un de ses généraux, il voulait faire des tests. C'est comme s'il était pas trop sûr s'il y avait du monde en embuscade ou il y avait du monde là-bas. Puis là, il voulait comme envoyer de ses propres soldats aller vérifier. Mais il dit, ouais, mais là, s'il y a du monde là-bas, ils vont se faire tirer dessus, ils vont se faire tuer. Là, il y avait comme un enjeu, là. Tu peux pas tuer du monde pour rien de même. Puis là, Ludger, il raconte que finalement, il s'est un peu astiné avec son major là-dessus. Tu sais, il dit, ben là, tu peux pas faire tuer le monde de même. Puis là, le major, il a répondu genre, ouais, ben là, tes soldats, il a quasiment dit, c'est tes soldats, t'es fait pour mourir, là, genre une phrase aussi niaiseuse que ça, là. Puis là, c'est là qu'il a répondu à son major, il a dit, ben, on peut pas gagner la guerre avec des soldats morts. Puis, il avait bien raison. Il faut que tu respectes tes hommes. Et s'ils sont en vie, ils vont se battre pour toi, mais ils vont gagner. Si c'est fait tuer pour des broutilles, mais en tout cas, ça m'avait marqué. Puis j'ai toujours vu ça un peu la guerre comme il y a des luttes pas de pouvoir, mais d'idées. C'est comment tu mènes un combat. C'est la vie. Les gens vivent ensemble, ils se côtoient au jour le jour. Donc
Ils sont attachés ils veulent pas se faire tuer de même, là. Surtout il y avait du monde qui débarquait, là. Il y avait des majors, là. Je peux peut-être pas celui-là, mais s'il y avait des majors, ils arrivaient de nulle part, ils donnaient des ordres, ils connaissaient même pas. Il disait à l'autre, va te faire tuer. Il disait, allez, Chris, c'est mon chum.